Rebonjour à toutes et à tous. C'est bientôt la clôture des rencontres économiques d'Aix-en-Provence 2022. C'est la 22e édition organisée par le Cercle des économistes. Au cœur du Parc Jourdan, la tribune a installé son studio en plein air. C'est l'un des plus beaux studios du monde au son des cigales. Et au son des cigales, nous recevons le président de la région Sud, Renaud Muselier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu faire un petit tour sur notre plateau. Alors, vous êtes dans une région bénie des dieux, la Provence pour résumer. Avant on disait PACA, vous avez décidé d'ailleurs qu'on dise région Sud. Dites-en un mot parce que c'est important la marque. La marque est essentielle pour le monde de l'entreprise, pour les habitants. On n'est pas la PACA, on est la Provence, les Alpes. Plus jamais PACA, vous avez Exactement. dit. On est la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur. On a 3 marques monde dans notre nom et on a dans le passé accepté l'acronyme PACA. Et donc la loi dit je suis Provence-Alpes-Côte d'Azur, on ne dit pas HDF pour Hauts-de-France ou Aura pour Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc on a pu voir aussi que dans le cadre de déplacements qu'on a pu organiser à l'international, notamment quand on allait à Las Vegas pour toute l'opération des Smart régions, des French Tech, etc., que PACA n'avait aucun sens. Quand on présentait nos entreprises PACA France, pour un japonais, ça ne veut rien dire. Sud France, il sait très bien ce que ça veut dire. Voilà. Alors, Renaud Muselier, on est bien chez vous. C'est une région attractive. J'ai eu la chance de rencontrer au cours de ces rencontres économiques la présidente de la French Tech Provence, notamment. Il y en a également, j'imagine, dans les autres appellations. Mais French Tech Provence, très dynamique, avec une vraie interrogation. C'est une jeune femme qui travaille à une entreprise, je vais la citer, qui s'appelle Ombrea, qui fait des ombrières pour les agriculteurs. Il fait beau dans votre région, mais il fait chaud. Et il va faire de plus en plus chaud. Est-ce que, pour le président de la région Sud que vous êtes, cette question du réchauffement, comment vous l'adressez, sachant que vous savez que vous allez prendre probablement, alors je ne sais pas combien de degrés de plus, mais en tout cas, des conséquences importantes, notamment pour des richesses importantes de ce territoire, l'agriculture et tout ce qui va autour. Bien sûr qu'on est bien conscient de cette qualité de vie, de cette chaleur, de cette température, mais il a toujours fait chaud chez nous quand même. C'est pas nouveau. S'il fait de plus en plus chaud, ça va peut-être être un problème. À l'époque des Romains, quand même, le pont du Gard, les canaux ont été mis en place par les Romains parce qu'il faisait chaud. Quand on a fait, nos aînés, la Société canale de Provence ou encore le lac de Serponçon, c'est qu'il faisait chaud. Et quand on lit un peu la littérature provençale, notamment avec Manon de Florette ou Marcel Pagnol en général, il faisait chaud. Très chaud, il cherchait de l'eau déjà. Donc, c'est pas une surprise. Alors, par contre, il faut se projeter dans l'avenir. Il est clair que quand on regarde, par exemple, la grotte Cosquer, regardez la grotte Cosquer, quand vous étiez à la grotte Cosquer, vous allez me dire, il y a 30 000 ans. Enfin, il y a 30 000 ans, c'était l'Islande ici. Donc, il y a eu une montée des eaux, tout le territoire a changé. Donc, il faut, dès à présent, imaginer la suite en se disant, globalement, comment on doit aménager notre territoire avec des températures à 40 degrés, entre 40 et 45 degrés. Voilà. C'est la seule réflexion qui est nécessaire. Et quand vous vous mettez dans ce processus, vous dites mais comment je fais pour mes arbres, comment je fais pour mes piscines, comment je fais pour mon fonctionnement quotidien, comment je fais pour mon eau potable, comment je fais pour mon foin de l'accro, etc., etc. Et à ce moment-là, l'aménagement des territoires pour l'amélioration de la qualité de vie, avec une adaptation naturelle de l'être humain à cette température, fait en sorte que on change globalement tout. Alors nous, quelle est la décision que nous avons prise à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? À la région, nous avons lancé, il y a 3 ans maintenant, notre plan environnemental qui s'appelle une COP d'avance. On a consacré 20% du budget dedans, 30%, et puis 40%. Sur nos 3 milliards, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et la décision qui est prise dans la mise en place de nouveaux budgets pour l'année 2023, c'est 100% du budget COP d'avance. Ce qui veut dire que le photovoltaïque, l'éolien, autour de 5 axes essentiels qui sont air, mer, terre, énergie et déchets. Et de façon à ce que dans chacun de ces domaines, quel que soit le sujet, quel que soit le territoire, on puisse l'aborder sous cet angle de développement durable. Le traitement des Alpes de Haute-Provence ou des Hautes-Alpes, ou des Alpes de Haute-Provence avec les gorges du Verdon, n'a rien à voir avec Avignon et le Mont Ventoux. Voilà. Donc tout se fait de façon sectorisée, avec les élus locaux, avec les professions concernées, parce que le traitement des vignes du Var n'a rien à voir avec, je dirais, les melons du Vaucluse.
Elisabeth Borne, qui était là hier, a confirmé qu'il allait y avoir un travail d'accélération sur la planification écologique. Comment est-ce que l'État central et la région, dans une logique de décentralisation, peuvent mieux travailler ensemble au service de cette transition énergétique, écologique, l'environnement? Alors moi j'aime la stabilité, j'ai de très bonnes relations avec Madame le Premier ministre et Madame Borne. Première ministre, oui, dit-elle. Ben, la Première ministre, donc j'ai de très bonnes relations avec elle. On a travaillé ensemble lorsqu'elle était au ministère des Transports et nous avons obtenu la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Nous avons travaillé ensemble dans tout le volet, quand elle était ministre du Travail, sur l'apprentissage. Et donc nous avons établi des relations de confiance. À partir de là, je lui ai fait des propositions dès sa nomination, dans le cadre de l'action de la région, en lui disant, dans la mesure où tout le développement environnemental passe par la Première ministre, c'est exactement ma stratégie au niveau régional et je te propose, Madame la Première ministre, je vous propose plus exactement, ma chère Elisabeth, de vous appuyer sur la région Provence-Côte d'Azur pour faire région pilote de toutes vos actions gouvernementales. Et à ce moment-là, on peut mixer, comme on a toute une batterie de propositions qui ont déjà été engagées et engagées par la région, ils peuvent s'appuyer sur nous et nous donner des moyens complémentaires. Et là, je pense qu'il y a un gagnant-gagnant. Dans planification, il y a l'idée de définir un certain nombre de priorités. Les priorités ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les régions. Dans celle-ci, ça serait quoi? Ça pourrait être l'eau. On a une sécheresse historique. Non, mais elles sont multiples, les priorités. Je veux dire, dans une région comme celle-ci, vous avez l'avantage d'avoir mer et montagne. Avec les terres, vous avez agriculture avec tourisme, vous avez zone industrielle avec des grands leaders industriels comme Thales, comme CMA, on a quand même Airbus hélicoptère. Airbus hélicoptère, mais je voulais venir sur l'aérien, on a quand même le Roissy militaire français à Istres, avec l'école de l'air de Salon, on a la base navale de Toulon, qui est la plus grande base militaire européenne. Donc, quand on met la région avec tous ses atouts et ses forces, c'est une terre de contraste absolument énorme, qui peut justement servir de terre d'expérimentation, parce que le traitement des escales zéro fumée sur les ports de Toulon, Nice et Marseille ne sont pas les mêmes problèmes que le réchauffement climatique à Carpentras ou à Cavaillon. Et ça se traite de façon différente. Mais c'est ce problème-là, la façon dont on l'aborde, peut être étendu sur toutes les autres régions de France. Et alors, c'est une opportunité, mais en même temps, quand on parle de planification, ce sont des investissements. Il va falloir dépenser la transition écologique au sens très large. Ça va être 2 à 4 points de PIB, passer de 2 à 4 points de PIB d'investissement. Est-ce que la région va y contribuer de plus en plus? Comment c'était aussi ça la question du rapport entre l'État et la région. Je vous donne un exemple très simple, de façon très concrète. Nous avons sur l'étang de Berre, à côté de Marseille, entre Aix et Marseille, là à côté, nous avons l'entreprise EDF qui déverse 1,2 milliard m3 d'eau dans l'étang de Berre, qui est un étang salé. Donc, bien entendu, ça modifie l'écosystème. Comment on peut imaginer qu'en son temps, il y a 50 ans, ça allait, mais aujourd'hui, comment on peut imaginer de perdre 1,2 milliard m3 d'eau douce dans une région qui connaît une sécheresse voilà, donc ça nécessite simplement de faire un raccordement de tuyaux et de tubes. Et donc un pipeline qui va sur la plaine de l'Accro ou qui remonte chez nos arboriculteurs dans ça c'est lancé. C'est un projet. Ça, c'est la discussion aujourd'hui où on est en conflit avec EDF et avec l'État. On travaille avec le préfet de région pour justement dire maintenant ça suffit. Et là, il y a une prise de conscience générale qui fait en sorte qu'on va apporter des solutions. Donc ça veut dire ne plus gaspiller les ressources. Ne plus gaspiller les ressources comme on l'a fait peut-être trop dans le passé. C'est ça aussi. C'est un état d'esprit à changer. Et s'adapter de façon différente. Vous avez le lac de Serponçon qui est le réservoir d'eau de la Durance et de la totalité. Si on boit du Ricard à Marseille, c'est l'eau de la Durance et de Serponçon. Et donc vous avez moins de 9 mètres là, dans le lac, qui est quand même c'est colossal, ce qui veut dire que comme il y a moins de neige en amont, il faut faire des retenues lors des chutes de neige pour faire en sorte que ces retenues puissent faire abonder de l'eau dans le lac, de façon à ce que le lac... Et donc c'est une nouvelle gestion de ces barrages en quelque sorte, ou de ces retenues d'eau qui sont écologiques maintenant et qui en même temps puissent permettre d'amortir le choc quand il y a moins d'eau. Parlons un petit peu de l'attractivité économique qui est forte de cette région, bien sûr par son climat, par sa douceur de vivre, mais également le fait que de plus en plus d'entreprises, on a cité quelques-unes, s'y installent.
Est-ce que vous avez quelques éléments à la fois chiffrés sur ce qui s'est passé? Est-ce qu'apparemment, il y a de plus en plus de relocalisation, on parle beaucoup de réindustrialisation, alors c'est pas les usines d'hier, mais comment est-ce que vous faites, vous, au niveau de la région, pour faire venir les usines, les emplois? Nous, la région est un peu particulière, quand même, parce qu'on a cette douceur et cette joie de vivre méditerranéenne, mais en même temps, on a 3 métropoles, 3 énormes grosses métropoles. Et si on rajoute Avignon, qui est une taille moins grande, on a quand même des territoires qui sont vastes. Il n'y a pas beaucoup de régions qui ont ce volume d'habitation, avec des pôles aussi différents. Les Niçois ne sont pas des Marseillais, et les Toulonnais n'ont rien à voir avec les deux autres. C'est-à-dire que ça crée des compétitions internes, c'est ça que vous voulez dire? Non, ça crée des additions complémentaires, en fait. Parfois des jalousies. Oui, mais l'aéroport de Nice s'est développé de façon différente que l'aéroport de Marseille. Donc c'est bien sûr qu'il y a des jalousies, il y a toujours des derbies. C'est le rôle du président de région de dire vous spécialisez-vous là-dedans parce que vous avez de l'avance et vous rattrapez votre retard. Pour arriver à réconcilier tout le monde. Oui, mais ça le fait sur le plan politique où j'ai une majorité stable jusqu'en 2028 et ça le fait sur le plan financier parce que je définis une stratégie de réindustrialisation et on peut estimer qu'aujourd'hui, compte tenu de plusieurs facteurs, le Covid d'un côté qui a fait en sorte que c'est plus agréable d'être ici avec des cigales que de se retrouver à Paris sur des parcs enfermés à l'intérieur de la maison. Ça fait une évolution de qualité de vie personnelle. On voit bien que les gens veulent profiter de la vie beaucoup plus qu'avant et que donc cette qualité de vie est essentielle. Donc nous ici on apporte la qualité de vie. Vous connaissez le mot traquance? Oui, mais je vous avez vu ça? Travailler en vacances. Oui, mais je pense que c'est une très mauvaise chose. Il y a des gens qui ont fait ce choix de venir dans la région pour ça. Non, moi je pense qu'il faut bien travailler au faire bord de la la différence entre les traquances et les vacances. Les vacances c'est nécessaire. C'est nécessaire et il faut savoir se déconnecter. Aussi, oui, mais vous avez le temps pour le travail, vous avez le temps pour les vacances. Vous pouvez faire du travail en télétravail, mais vous avez besoin de vacances parce qu'il faut savoir se déconnecter. Et si vous êtes toujours connecté... Vous êtes contre l'idée de la confusion des genres complètement, parce que alors, je suis médecin de formation, si vous restez toujours connecté, vous finissez par un burn-out. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec la présidente des assureurs, il y a des vrais dangers de santé mentale aujourd'hui dans ce genre de salariés qui montent dans la société française. C'est pour ça que le télétravail qui vous donne l'impression... Trop de télétravail tue. Non, pas du tout. C'est que vous télétravaillez, c'est trop de connexion tue. Et donc, vous avez besoin de déconnecter pour un moment vous retrouver en famille. Et j'ai l'habitude de dire à ma famille, mais autour de moi, à mes collaborateurs, quand vous êtes quelque part, vous ne vous servez pas de votre portable. Quand vous êtes dans une réunion, vous ne vous servez pas. Il faut que vous restiez concentré sur un outil. Et vous ne pouvez pas faire 50 choses à la fois. Et vous devez écouter vos partenaires autour de la table. Vous faites une réunion de cabinet. Si les autres travaillent de l'autre côté, ça veut dire qu'ils ne sont pas attentifs à ce qui se passe autour. Renaud Muselier, restons sur la réindustrialisation. Voilà, qu'est-ce que vous prenez comme action, et y compris formation, parce qu'il y a des goulets d'étranglement beaucoup dans les recrutements. Aujourd'hui, les entreprises ont du mal à recruter. Oui, alors on travaille bien entendu avec tous ceux qui sont donneurs d'ordre et qui sont, par exemple, l'UMI pour les restaurateurs qui ont besoin des centres de formation. On flèche les emplois avec les carences d'emploi pour reformer, puisque c'est dans notre compétence, les cibles. Mais pour ça, il faut des entreprises. Et on aménage les différents territoires en fonction de leur spécialité, l'aéronautique, l'aérospatiale, l'industrie de base. Donc, ITER, ça fait des emplois complémentaires. Donc, tout ça fait en sorte que, avec les filières, on aménage et on a une augmentation de 20% quand même d'entreprises qui viennent s'installer ou se réinstaller. Ce qui est quand même des très beaux résultats par rapport à mes copains présidents de région, puisqu'on arrive à mettre la santé, l'université, la qualité de vie, la qualité de travail et la formation ensemble. Vous l'avez dit tout à l'heure, Renaud Muselier, ici c'est le sud, ça s'entend. Ouais. Alors c'est le sud. Ça s'entend, c'est pas tellement mon accent, c'est les cigales. Là c'est le début. C'est pas moi, c'est les cigales. C'est le début des vacances. Le sud, c'est une destination de vacances. Comment se porte le tourisme dans la région? Et on évoquait les problèmes dans la restauration effectivement, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi là, avec le Covid, une désorganisation? Comment accompagner cette saison touristique? Non, on est prêt. Vous savez, la France est la première destination touristique au monde. En France, en dehors de Paris, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la première destination touristique. On les comprend, on est mieux ici qu'ailleurs. On est bien chez vous aussi. Mais on est pas que, quand même, il y en a d'autres. La tribu, on aime toutes les régions. Nous. Mais moi aussi, j'aime toutes les régions. Mais je vends on aime particulièrement celle-ci.
Ben, mais les autres sont bien aussi. Elles ont toutes des atouts et des handicaps. Nous, on a beaucoup d'atouts. On a une. Il y a quand même ce problème du tourisme de masse, peut-être. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on a une nouvelle nature de tourisme qui se développe sur la région, y compris sur la montagne? On a mis un CRT en place qui coiffe la totalité de l'organisation, c'est-à-dire le comité régional du tourisme, de l'organisation touristique sur la région. On travaille avec les pôles d'activité parce que le tourisme dans les Hautes-Alpes n'a rien à voir avec le tourisme en Camargue. On a organisé 9 parcs régionaux et on va en créer un 10e de façon à ce qu'ils ont leur propre capacité de culture, d'espace public. On a mis en place une garde régionale des parcs qui permet de surveiller les parcs pour lutter contre les feux. On a mis en place un système qui s'appelle la guerre du feu qui voit manifestement des résultats pas encore suffisants, mais en tout cas efficaces. Et par rapport au tourisme de masse, on s'organise petit à petit pour limiter. On a travaillé avec Waze notamment pour reventiler. Si vous retrouvez, je vous donne un exemple, dans les gorges du Verdon et que vous voulez à la même heure que tout le monde, à l'endroit où il y a tout le monde, on va vous diriger vers la haute corniche ou la basse corniche qui vous permettra d'avoir moins de monde à ce moment-là. On est en train de le faire avec le parc naturel régional, le parc national des Calanques, ou dans les centres de Calanques, on interdit l'accès. On n'y va que sur réservation, comme dans un musée, de la même manière. Et donc, si vous ne pouvez pas aller là, ben vous pouvez aller ailleurs. Et on donne une offre touristique absolument énormissime sur la totalité de la région. Vous ne pouvez pas aller à Sormiou, ben vous irez à Morgiou. Et si vous ne pouvez pas aller à Morgiou, vous irez à Cassis. Si vous ne pouvez pas aller à Cassis, vous irez à Ciotat. C'est à côté et vous avez la même qualité de vie. Renaud Muselier, l'agent touristique, l'Office du tourisme de la région Sud, on peut vous appeler si on a besoin de conseils. Exactement. Vous bientôt, pouvez m'appeler, bientôt les vous vacances. pouvez taper sur eux et bientôt vous serez toujours bien reçu. L'avantage bientôt les c'est que vacances. vous avez du camping aux 5 étoiles, vous avez la totalité de la gamme qui est fournie pour toutes les bourses. Renaud Muselier, bientôt les vacances? Oui, bientôt les vacances. Après le 14 juillet, je lèverai un peu le pied. Elles sont bienvenues après une séquence politique à droite un peu complexe quand même. Comment vous analysez le paysage Alors moi, je suis la droite, mais vous savez, je fais partie de la droite qui additionne. Oui. J'ai été réélu avec 11 composantes politiques et j'ai une stabilité politique en additionnant. Vous avez une majorité. J'ai une énorme majorité, j'ai 84 sièges sur 123. Et le fait qu'il n'y ait pas de majorité pour le président de la République, comment vous voyez que la France va faire face alors il y a deux volets. À la rentrée. Mon expérience politique fait en sorte qu'on a toujours travaillé au niveau local ou au niveau européen en trouvant des consensus. En disant, ben voilà, il faut trouver une solution, on trouve un compromis. La culture du compromis, comme oui, mais c'est très important. Alors ça prend plus de temps. Vous qui êtes un gaulliste, ça ne vous empêche pas de dire la Ve République peut s'adapter, elle est plastique finalement. Je pense que la Ve République peut s'adapter, je ne suis pas sûr que la classe politique soit capable de s'adapter. Ah, ça c'est la grande question. C'est la grande question. On arrive à le faire au niveau européen quand même, où on arrive à trouver des solutions sur des milliards d'euros. Sur des si on le fait au niveau européen et qu'on le fait dans la région, pourquoi on ne le ferait pas au niveau de l'Assemblée nationale? La difficulté, mais moi qui étais parlementaire pendant près de 20 ans, un peu plus de 20 ans même, je me souviens très bien, je siégeais au conseil municipal de Marseille, moi RPR, avec mes amis UDF qui étaient députés. Quand on arrivait à l'Assemblée, on ne se parlait pas. Et donc, il faut arriver à trouver cette culture de s'exprimer, de se respecter. C'est pas parti toujours très bien. Mais je les invite à un peu plus de maturité. Voilà, le village d'Astérix en prochain épisode à l'Assemblée nationale, la loi pouvoir d'achat en juillet, puis à la rentrée, les retraites, tout ça. Mais je pense qu'elle va s'en sortir parce que vous avez les insoumis veulent tout casser. Reste insoumis, oui, ils sont là pour veulent ça. Tout casser, mais pour autant, ils ne veulent pas de dissolution. Le Rassemblement national, lui, est dans l'opposition, mais ne veut pas de dissolution. Et LR cherche sa voie là-dedans. Donc je pense que dans ce magma général, tout le monde veut nuire au gouvernement, mais personne ne veut dissoudre pour sauver son propre siège. Peut-être qu'un peu de bon sens sortira de ça. Tout le monde veut du bien à la France. C'est ça qui est le plus important. Mais c'est la façon dont on veut le bien qui parfois crée le mal. Très bien, on va s'arrêter là-dessus. On va vous souhaiter de bonnes vacances, Renaud Muselier. Merci d'être venu aussi. Pour clôturer cette session d'interview. Donc je vous remercie. Latribune.fr rediffusera pendant toute la semaine prochaine toutes les interviews de la trentaine de dirigeants qui sont venus. Je salue Jean-Hervé Lorenzi qui vient saluer le président de la région Sud sur notre plateau. C'est le grand chef. L'un des points d'attraction principal. C'est le grand chef. Pas le seul, bien sûr, de ces rencontres économiques. Et donc, rendez-vous. Pensez à vous abonner à latribune.fr. Je remercie toutes les équipes techniques du studio magnifique que nous avons constitué ici et les équipes de la Tribune.
Tatiana de Franqueville, Jean-Christophe Tortora à qui on pense. Merci à Priscilla, à Swala et à tout le monde. Merci, à bientôt. Merci à vous et bravo à la tribune pour avoir couvert ce grand moment.